accueille Florence Ksel. Bonjour Florence, allez, check du coude, installez-vous dans le coin. Bonjour Florence. Alors, vous êtes professeur de droit privé à l'Université de Lorraine. Vous êtes également co-titulaire de la chaire Digital Gouvernance Souveraineté de Sciences Po. Mais on vous a avec nous, on est content de vous avoir avec nous parce que justement, vous réfléchissez à toutes ces questions de souveraineté, d'indépendance européenne, indépendance des acteurs européens. La question que j'ai envie de vous poser, on a répété qu'il y a une espèce de dépendance numérique de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis de l'Asie. On ne parle pas uniquement des logiciels, hein. C'est également valable pour les qui est microprocesseurs et pour l'électronique en général. Question que j'ai envie de vous poser, est-ce que le droit aide aujourd'hui? Est-ce qu'il peut aider durablement? Est-ce qu'il aide aujourd'hui? Alors, ma première remarque, ce serait quand même de dire que nous sommes avant tout et d'abord face à un problème qui est de nature industrielle. C'est ce que montre ce qui s'est passé sur les semi-conducteurs. On en parle avec des puces qui sont fabriquées en Asie, à Taïwan majoritairement. Oui. Et là, j'aurais envie de vous dire que de mon point de vue de juriste, nous sommes face à des questions industrielles qui dépassent un petit peu le droit. En revanche, oui, bien évidemment, d'un point de vue strictement juridique, il est quand même possible d'envisager des réglementations, des actions qui permettraient de réduire cette dépendance. Et j'aurais envie de dire, on peut probablement agir à deux niveaux, de deux points de vue. D'abord, en réglementant assez strictement l'action de ces grandes entreprises technologiques étrangères qui interviennent chez nous, qui interviennent en Europe, qui offrent leurs biens et services à leurs conditions. Et donc, nous pouvons évidemment intervenir pour éviter que ce qu'on appelle les big tech en anglais, ce qu'on appelle plus les GAFAM chez nous, nous imposent leurs conditions. Et puis, il y a un autre volet, un autre aspect de ce qu'il est possible de faire chez nous en termes de régulation et de réglementation, c'est d'essayer de pousser nos propres entreprises, de leur faciliter la tâche en leur donnant un encadrement juridique, un cadre juridique dans lequel elles peuvent s'épanouir. Eh bien, on va développer ces deux points. Le premier point, par exemple, la régulation. Est-ce que trop de régulation ne tue pas la régulation? Est-ce que parce que cette régulation, on a parlé tout à l'heure, on ne fait pas de protectionnisme. Ce qui s'applique pour les entreprises américaines, s'appliquera également pour les entreprises européennes. Est-ce qu'on n'a pas un risque de les handicaper? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette boutade de l'ancienne présidente du MEDEF italien qui a déclaré un jour, lorsqu'il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la réglementent. Alors ça, c'est un petit peu l'image d'Épinal qui n'est pas totalement imméritée. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la démocratisation de l'Internet dans les années 90 ? Eh bien, côté américain, on n'a jamais adopté de législation fédérale sur la protection des données personnelles. Et à l'ère Clinton, durant les années 90, on a adopté des textes fédéraux qui donnaient une sorte d'immunité aux plateformes qui a permis l'Internet d'aujourd'hui de se développer, qui a permis l'apparition de Facebook, d'Amazon, de YouTube, etc. Et les Américains parlent aujourd'hui de réguler davantage, ils parlent même de démantèlement des plus grandes plateformes. Je doute qu'ils le fassent. Nous, en Europe, nous avons évolué singulièrement depuis quelques années, puisqu'au début des années 2000, nous avions adopté des textes comme la directive e-commerce, qui était quand même assez... qui laissait un libre champ aux plateformes pour se développer. Et depuis l'adoption du RGPD, nous réglementons de manière beaucoup plus stricte. Alors on dit que le RGPD est une réglementation modèle, c'est vrai, que c'est une réglementation qui protège les citoyens européens et les internautes, c'est vrai. C'est aussi une réglementation qui a apporté beaucoup de contraintes pour toutes les entreprises qui ont eu des problèmes de mise en conformité assez importants. Ne serait-ce que de coût, ça coûte de l'argent. Et un coût incontestable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'État de Californie qui adopte des réglementations assez similaires et on peut certainement se féliciter de cette évolution. Mais là, ce qui se passe au niveau de l'Union européenne à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de réglementer encore plus. On a plusieurs propositions de règlement qui sont sur le feu, le Digital Services Act, le Digital Markets Act, qui augmentent singulièrement les obligations des plateformes, mais des plus grandes plateformes, celles de plus de 45 millions d'utilisateurs, donc les GAFAM. Alors, est-ce qu'on pourrait en conclure que cela va brider nos entreprises ?
peut-être pas. Il y a un texte sur l'intelligence artificielle qui vient d'être divulgué, qui est beaucoup plus contraignant pour les entreprises qui font de l'IA. Certains se plaignent justement que ça va affaiblir l'innovation européenne. C'est ce que certains acteurs disent. C'est-à-dire qu'on peut risquer de pénaliser nos propres entreprises à force de trop réglementer. Et là, la question va être d'aboutir à des versions finales de ces textes et à des mises en œuvre de ces textes qui placent le curseur au bon niveau. C'est-à-dire qu'on est toujours au niveau voilà, dans une sorte de bon arbitrage. Je ne pense pas qu'il faille opter pour des solutions trop extrêmes d'un côté comme de l'autre, mais il va falloir faire attention à ne pas pénaliser nos propres entreprises. Alors le deuxième volet que vous abordiez, c'était cette idée de pousser les entreprises, une politique plus incitative à l'égard des entreprises européennes. Il y a un truc qui s'appelle le Buy European Act, acheter européen, acheter européen. Est-ce que c'est de nature à aider ou pas ? Alors, c'est une idée qui est finalement relativement ancienne, cette idée de Buy European Act, et qui a été émise à l'époque du quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'était son idée à l'époque, et qui d'ailleurs ne concernait pas exclusivement la technologie et les milieux technologiques. C'était une proposition plus générale qui consistait à se caler, à suivre l'exemple d'une législation américaine qui existe depuis les années 30, qui avait été adoptée pendant la Grande Dépression des années 30 et qui prévoit que pour les marchés publics, eh bien, on va donner la préférence aux entreprises américaines. D'où l'idée consistant à dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose chez nous. Oui, on a parlé du Small Business Act en France. Voilà, absolument. Et donc, en fait, l'idée serait de dire, bien, on va faire pareil. Ça fait, comme je l'ai dit, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on en parle, de ce Buy European Act. On est en train de reprendre l'idée qui est de plus en plus populaire dans les milieux de la tech, en disant ce serait Buy European Tech Act, en disant voilà, les marchés publics seront accordés en priorité aux entreprises françaises, aux entreprises européennes. Alors ça pose des problèmes juridiques, ça risque de nous poser des problèmes dans le cadre de l'OMC. Il va falloir qu'on regarde bien comment ça s'articule avec les stipulations, avec les dispositions des traités européens, que nous négocions avec nos partenaires européens. Est-ce que c'est compatible avec le droit européen ? Alors, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est un sujet juridique qui se double d'un sujet politique, puisque certains pays de l'Union européenne ne sont pas du tout favorables à ce type d'initiative et se trouvent très heureux avec des outils américains, pour le dire très clairement. Donc c'est un double problème. Moi, mon propos serait de dire que il est très certainement possible d'accorder des marchés publics, d'ouvrir les marchés publics à nos entreprises sans discriminer selon la nationalité, mais en trouvant d'autres critères discriminants. Par exemple ? Alors, en disant, par exemple, c'était une idée qui a été émise par le président Macron, disant, voilà, les entreprises qui produisent massivement dans l'Union européenne, lorsqu'ils se fournissent massivement dans l'Union européenne, on va leur donner la préférence. Les entreprises qui sont vertueuses en termes de paiement de leurs impôts, on va leur donner la préférence. Les entreprises qui sont vertueuses en termes de traitement de leurs données aussi, les entreprises qui présentent des garanties en termes de responsabilité sociale et environnementale aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait faisable, dont on parle énormément, qui, à mon avis, verra le jour tôt ou tard, et qui devrait permettre, avec en plus un plan de relance européen qui est très ambitieux, qui devrait quand même permettre de donner une bouffée d'air frais à nos entreprises et de développer leurs projets. En tout cas, on est moins dans la contrainte, mais dans l'incitation par d'autres critères comme environnementaux, impôts, etc. Et du coup, on favorise en sous-main les entreprises européennes. Laurent Serran, il y a aussi autre chose, un changement, c'est que pendant longtemps, on a évoqué cette idée de créer des champions européens, et souvent ça venait d'en haut, ça venait de la tête de l'État, et ça descendait. Vous avez une vision là-dessus. Ça veut dire que c'est un peu l'exemple d'Outscale qui a été créé. À l'époque, on parlait de Numergy, on parlait de CloudWatt, etc., qui venait un petit peu d'en haut. Vous avez une vision un peu différente dans la façon dont l'État doit se comporter quand il faut inciter les entreprises. Racontez-nous un peu cette histoire de création d'Outscale qui est partie d'un claquement de porte quelque part avec... C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on a travaillé sur les sujets qui s'appelaient Andromède 1, Andromède 2 à l'époque, qui était le cloud souverain, toujours... dans l'idée de créer, d'acheter européen et de faire quelque chose de français sur le sujet. Lorsqu'on était dans ce système-là, nous, ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose d'industriel au niveau de Dassault Systèmes.
c'est-à-dire quelque chose qui gagne de l'argent, déjà en premier lieu. Pas un truc qui cherche des subventions. Voilà, et c'est ça. C'est-à-dire, la problématique qu'on a rencontrée très rapidement, c'est qu'on avait des sociétés qui utilisaient l'argent public et l'effet d'aubaine de cet argent public pour faire des choses que, de toutes les façons, il fallait faire. Et donc, moi, je ne suis pas un grand fan des subventions parce que j'ai l'impression que les subventions, elles tuent l'innovation. Les subventions, alors ça dépend quel type de subvention, mais les subventions qui sont des subventions en espèces sonnantes et trébuchantes pour créer des conglomérats, etc. Moi, c'est pas des choses qui me plaisent. Je préfère travailler sur les charges sociales, travailler sur l'amortissement, travailler sur la création d'emplois, travailler sur toutes ces choses-là qui créent des cercles vertueux finalement et qui récompensent en fait la création de valeur. Et puis laisser l'entreprise se challenger elle-même. C'est-à-dire se dire, bon, bah, moi, si je veux survivre, il va falloir que je sois plus innovant, que je sois plus combatif, que j'ai des produits qui soient mieux faits, etc., etc. Et donc, il ne faut pas que ces subventions, finalement, aient un effet qu'il endorme, en fait, la capacité d'innovation de l'entreprise. Mais sur le business avant tout, Florence, justement, cette idée de subvention, vous avez étudié cette idée de quand on fait ces fameux traités favorisant peut-être l'innovation ou les entreprises locales aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'en finalement, quelque part, c'est le contribuable qui devient le financeur des entreprises américaines ou européennes dans ce cas-là. Alors oui, c'est ce que disent, en tout cas pour toute la discussion sur le Buy European Act, c'est ce que disent certains économistes, certains experts, en disant attention, attention, il ne faudrait pas qu'on en arrive à choisir systématiquement les entreprises installées dans le pays, européennes ou américaines, quel que soit le pays qu'on considère, en allant payer plus cher pour un service de moindre qualité. Et c'est l'objection qui est soulevée par certains économistes en disant, en choisissant dans le cadre des marchés publics systématiquement les entreprises du pays, est-ce qu'on n'est pas face effectivement à une logique de subvention un petit peu indirecte par le contribuable qui finit finalement et au total ne stimulerait pas tant que ça la croissance économique et la croissance des entreprises. Et pour le fameux Buy American Act en question, certains économistes le soutiennent, que c'est une sorte de soutien artificiel aux entreprises, alors même qu'il faudrait mieux se reposer sur des critères de compétitivité traditionnels. Et puis on en revient avec ce que vous disiez tout à l'heure, on peut aider sur les charges sociales, sur l'environnement, sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus simples, plutôt que mettre un gros billet sur la table. Merci. Moi, j'ai noté plusieurs choses. Vigilance en matière de réglementation. Trop de réglementation, c'est peut-être pas positif, à la fois pour les entreprises locales et pour le contribuable. C'est pas forcément une bonne chose, parce que ça peut également restreindre l'innovation. Laisser les entreprises privées gérer ça de façon industrielle, c'est eux qui connaissent. Et le business, il n'y a pas meilleur curseur pour réussir une transformation ou réussir de l'innovation. Évidemment, il faut quand même un soutien des États. On l'a vu tout à l'heure avec Guillaume Poupard, parce que ça fixe un cadre et ça permet d'aider. Mais tout ça, c'est une question de curseur à bien positionner. Merci beaucoup, Florence Excel.